Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité, ce soir, le nouveau coronavirus a fait au moins 165 000 morts dans le monde depuis son apparition en Chine en décembre. Le dernier bilan établi ce lundi porte à plus de 2 403 000 le nombre de cas d'infection diagnostiqués. Dans ce journal, nous irons à Wuhan en Chine où de nombreux étudiants africains se sont soulagés après la levée du confinement, mais beaucoup s'inquiètent pour leurs familles restées dans leur pays d'origine. Comment aider les sans-abri à faire face au nouveau coronavirus? Une question qui préoccupe les autorités dans l'État de la Californie, ici aux États-Unis. On verra comment elles tentent d'y répondre. Une fois encore, bonsoir. L'Organisation de défense des droits humains Human Rights Watch a accusé lundi les forces de sécurité du Burkina Faso d'avoir exécuté 31 habitants de la ville de Djibo dans le nord du pays lors de ce que l'ONG qualifie de parodie brutale d'opération antiterroriste menée le 9 avril. Human Rights Watch, qui parle d'un acte susceptible de constituer un crime de guerre, appelle les autorités burkinabées à immédiatement ouvrir une enquête impartiale sur ces meurtres. Et puis, 47 personnes ont été tuées dans des attaques de bandits armés contre plusieurs villages de l'état de Katsina, c'est dans le nord du Nigeria. Information communiquée dimanche soir par la présidence de la République et la police locale. Dans une déclaration dimanche, le président nigérien Muhammadu Buhari a condamné ces attaques qui se sont déroulées dans sa région natale. M. Buhari s'est engagé à réagir de manière décisive, prévenant qu'il n'allait plus tolérer de massacres d'une telle ampleur par des bandits contre des innocents. La lutte contre la propagation du nouveau coronavirus se poursuit en Afrique. En RDC, le port de masques, même de fabrication artisanale, est désormais obligatoire à Kinshasa selon la primature. La police est chargée de veiller scrupuleusement au respect du port de ces masques, des mesures de distanciation sociale et des mesures d'hygiène, font savoir les autorités. À noter qu'à partir de mardi, le confinement va s'effectuer de manière progressive dans la Gombe. La Gombe, c'est ce quartier résidentiel, centre du pouvoir et des affaires. Les autorités prévoient notamment la réouverture des guichets des banques, des supermarchés et épiceries afin de permettre aux habitants de cette commune de s'approvisionner. La RDC compte au moins 327 cas de contamination et au moins 25 décès. Certains étudiants internationaux en Chine se sentent soulagés depuis que le confinement de la ville de Wuhan a été levé suite à la diminution du nombre de cas de Covid-19. Mais ils restent préoccupés pour leurs familles dans leur pays d'origine, car le virus s'est propagé dans plus de 170 pays au monde. C'est un reportage de Sahar Majid, adapté par Dilidico. Lorsque le nouveau coronavirus est apparu en Chine, plus de 20 pays ont fait évacuer leurs ressortissants de la ville de Wuhan. Mais de nombreux étudiants étrangers ont choisi de rester et d'autres n'avaient pas les moyens de partir. Jana Toon, une étudiante bangladeshi, s'est exprimée sur le sujet en février dernier. Je pense que c'est un gros risque pour moi de rentrer en ce moment. Je voudrais donc rester ici. Si je venais à être infectée et que je rentrais chez moi, dans 14 jours, tout le monde serait infecté autour de moi. 2 mois après le confinement imposé à Wuhan, les étudiants étrangers sortent de l'isolement pour partager leur vécu avec les membres de leur famille. La situation s'est beaucoup améliorée ici, d'environ 80 à 90%. Mais nous sommes toujours inquiets car le nouveau coronavirus a maintenant atteint de nombreux pays, dont le Pakistan. Et maintenant, nous nous inquiétons pour nos familles.
D'autres étudiants internationaux disent vouloir quitter Yuan et ont demandé à leur gouvernement de les aider à rentrer chez eux. Il y a une forte baisse du nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus à Wuhan. Cependant, nous ne nous sentons toujours pas en sécurité, ce qui aggrave la dépression, l'anxiété et notre peur chaque jour qui passe. Le gouvernement pakistanais a évacué 6 000 pèlerins d'Iran. Nous demandons au gouvernement de nous ramener également au Pakistan. Certains gouvernements hésitent encore à faire évacuer leurs citoyens de Yuan et les parents d'étudiants sont de plus en plus frustrés. Nous continuerons à protester jusqu'à ce que nos enfants soient ramenés dans leur pays. Nous n'avons aucune autre demande. Nous voulons seulement que nos enfants victimes de dépression et faisant face à une situation de vie ou de mort reviennent à la maison. Janatoon, restée à Yuan pour protéger sa famille et limiter la propagation du nouveau coronavirus, est très inquiète pour les siens. Pour l'instant, je ne regrette pas vraiment de rester ici, mais cela me rend triste de constater que la situation dans mon pays ne s'améliore pas et que je ne puisse pas obtenir d'informations exactes. Je n'arrive pas à savoir ce qui se passe là-bas. Alors que la mesure de confinement à Yuan a été levée, la date de retour de ces étudiants étrangers reste incertaine. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture affirme que les efforts pour contenir la recrudescence des criquets pèlerins en Afrique de l'Est se poursuivent malgré les restrictions sur les mouvements de personnel et d'équipement en raison de la pandémie de Covid-19. Plus de détails avec Blanche Salon. Certains pays africains tentent d'arrêter la deuxième invasion acridienne qui a frappé durement ces derniers mois. Mais leurs efforts se compliquent avec la pandémie du nouveau coronavirus qui sévit sur le continent. En Éthiopie, en Somalie et au Kenya, la lutte se poursuit malgré les restrictions imposées à la circulation du personnel, de l'équipement et des produits. Vous constatez que chaque fois que vous essayez de contrôler dans une région, il y a une autre SM qui se forme dans une région différente et il n'est pas possible de les contrôler simultanément. Le nombre de criquets a explosé à la fin de l'année dernière, dû en partie à des conditions météorologiques inhabituelles. Pour rappel, les ECM ont migré vers l'Afrique de l'Est à partir du Yémen. Cette nouvelle vague d'insectes frappe au moment où les nouvelles cultures de saison sont plantées. Pour les agriculteurs comme George Dodds, c'est un désastre. Pour les petits agriculteurs, c'est un très grave problème. Pour la sécurité alimentaire au Kenya, surtout après la maladie du nouveau coronavirus, comment allons-nous nourrir le Kenya? Tous nos produits sont destinés à la consommation locale. Pour la sécurité alimentaire, la lutte doit continuer même avec les mesures de confinement selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Quand nous voulons charger un avion tôt le matin, il faut aussi choisir le bon moment pour localiser les SM à cause du couvre-feu. Cependant, nous essayons de trouver des moyens innovants pour accompagner les équipes d'opération sur le terrain. Un seul ECM de criquets pèlerins couvrant 1 km² contient jusqu'à 80 millions de ravageurs. Les estimations des Nations Unies indiquent que le nombre de criquets pourrait augmenter encore 20 fois au cours de la prochaine saison des pluies, à moins que les activités de lutte ne soient intensifiées. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 165 216 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Plus de 2 403 410 cas d'infection ont été diagnostiqués selon un dernier bilan établi ce lundi. Des pays européens comme l'Allemagne ont entamé un déconfinement jugé à haut risque. L'Autriche voisine a permis la réouverture prudente de ses petits commerces et jardins publics. La Norvège rouvre ses crèches. La France, l'Espagne et l'Italie, qui enregistrent des nombres de malades et de décès en baisse, se préparent elles aussi à de premières mesures de déconfinement. En revanche, au Royaume-Uni, le confinement a été prolongé d'au moins 3 semaines et le gouvernement n'envisage pas encore d'en sortir. Ici, aux États-Unis, où un bras de fer oppose le président Donald Trump, partisan d'une reprise rapide de l'activité économique, à plusieurs gouverneurs démocrates. Le gouverneur de l'État de New York, épicentre de l'épidémie dans le pays, a annoncé que la pandémie avait pour la première fois amorcé une courbe descendante.
La barre des 40 000 morts a cependant été franchie hier dans tout le pays. Dans l'État de Floride, qui compte au moins 25 000 contaminations jusqu'ici, des données publiées dimanche par le département de la santé indiquent que pas moins de 179 décès sur les 774 dus au COVID-19 ont été enregistrés dans des maisons de retraite. Restons aux États-Unis pour parler de la Californie. Cet État américain compte plus de 100 000 sans-abri et les autorités essayent de les aider pendant cette pandémie de COVID-19. Mais elles sont confrontées à un dilemme. Où les sans-abri devraient-ils aller? Entasser les gens dans des abris et risquer plus d'infections, les déplacer dans les hôtels et les remorques, ou les laisser dans les tentes et leurs voitures. Pour les sans-abri, la pandémie est un défi supplémentaire face à une vie déjà difficile dans les rues. Voici le reportage à ce sujet de Michel Guin, le récit est de Yacouba Ouedraogo. Aimez-vous le noir ou le marron? J'ai 2 masques pour tout le monde. Noir. Andrea Hesson distribue des masques aux sans-abri qui vivent le long de l'autoroute de Berkeley, en Californie. Militante et avocate des droits civiques, Hesson livre également de la nourriture, des gilets et des tentes et nettoie les camps. Ce n'est pas censé pour nous de leur donner ces choses pour qu'ils se protègent et soient propres pendant qu'ils vivent dans la misère. La Californie, l'une des économies les plus riches du monde, compte le plus grand nombre de personnes aux États-Unis qui vivent à la Belle Étoile. Et maintenant, il y a le Covid-19 qui menace de frapper ces personnes vulnérables. Certains comtés et villes ont placé les sans-abri malades et ceux exposés au virus dans des chambres d'hôtel. Ils ont loué des remorques et ouvert des centres pour les loger, mais beaucoup vivent encore dehors. C'est une approche différente de celle des hôtels qui aide de façon réaliste à l'atténuation des risques dans cet environnement où vous pourriez rester dans votre nouvelle tente, rester dans votre région, vous isoler, obtenir des meubles, parce qu'il est vraiment difficile d'entrer dans ces hôtels. Joey Pendleton vit dans son van avec son chien Grace. Je pense qu'il est beaucoup plus sûr pour moi de m'isoler dans mon van que dans un espace public avec des systèmes aériens partagés. Pendleton, un ancien soldat, travaille avec des bénévoles pour mettre en place des postes de lavage des mains dans des camps de sans-abri. Nous avons mis au point notre propre système de déplacement des gens dans les camps. Si nous soupçonnons qu'ils sont malades, alors ils sont mis en quarantaine. Nous sommes sans abri, pas incapables. Jessica Prado est une conductrice de taxi qui a cessé de travailler à cause de la pandémie. Elle vit également dans un camping-car. Nous nous sommes partagés les informations pour nous assurer que nos voisins sachent ce qui se passe, qu'ils savent qu'il ne faut pas se déplacer. Parce que beaucoup de sans-abri n'ont pas de téléphone, donc ils ne peuvent pas avoir les nouvelles. Les responsables de certaines villes cherchent à acheter des hôtels de sorte qu'après la pandémie, les gens ne soient pas renvoyés dans la rue. Vous regardez chez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington et c'est sur VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Le coronavirus continue de faire des ravages à travers le monde et en Afrique. Sur le continent, justement, les acteurs de la technologie
multiplient les initiatives pour joindre leurs efforts à ceux des gouvernements engagés dans la lutte contre la pandémie. Cette semaine, Afrotech poursuit sa série de rencontres avec tout ce beau monde. Et c'est avec Arzuma Compaoré. Bonsoir Arzuma. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes toujours dans notre série d'interviews avec ces acteurs de la technologie en Afrique qui décident de s'engager dans la lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Claude-Édouard Oussou. Il est gabonais, il est présentement à Libreville. Claude, comment est-ce que vous, à votre niveau, vous avez décidé de vous engager dans cette lutte contre la pandémie de Covid-19? Aujourd'hui, notre plateforme est une plateforme web qui s'appelle Scientia. Nous travaillons exclusivement sur le web aujourd'hui et nous sommes en train de pénétrer aussi le SMS, de telle sorte que même les élèves qui n'ont pas accès à la connexion Internet puissent, grâce tout justement à la technologie USSD, recevoir les cours et interagir avec l'école, l'enseignant, grâce tout justement à la technologie USSD qui est disponible sur tout type de téléphone aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Gabon a le pire taux d'échec scolaire au monde, selon la Banque mondiale, et toujours selon la même Banque mondiale, ce taux d'échec élevé est dû principalement à deux fléaux, du moins deux faits. Le premier, c'est le manque d'infrastructures, et le deuxième, c'est le manque de suivi scolaire de qualité. Donc nous, on ne pouvons pas se substituer à l'État par rapport à la construction d'établissements. Nous nous sommes positionnés sur le suivi scolaire, et donc nous avons donc créé la plateforme qui permet d'avoir un suivi scolaire pointilleux sur chaque membre, sur chaque partie prenante de l'éducation, en partant de l'élève, l'enseignant, le personnel administratif, l'administration et même le ministère de l'Éducation nationale. Chacun a un compte où il reçoit toutes les informations pertinentes à propos de la scolarité. Donc l'élève, par exemple, reçoit les cours, il reçoit les devoirs à faire à la maison, le calendrier des cours, le calendrier des devoirs, les notes aussi, et puis les remarques des enseignants. À son tour, il peut rendre ses exercices depuis la plateforme, de poser des questions à l'enseignant par rapport aux cours qu'il vient de recevoir, ainsi de suite. L'enseignant a la gestion de ses classes, la gestion de ses élèves et le suivi pluriannuel de chacun de ses élèves. Donc, il a une très bonne visibilité par rapport au niveau de chaque élève et par rapport au parcours scolaire de chacun de ses élèves. L'administration a une vue sur le travail des enseignants, sur le travail des élèves, sur la gestion administrative de l'établissement, sur les performances de l'établissement, les performances des élèves et des enseignants, et donc a les outils, les statistiques nécessaires pour prendre les meilleures décisions au quotidien. Et le ministère, naturellement, a une vue sur tous les établissements, avec naturellement les statistiques, mais aussi une vue sur chaque élève individuellement, et peut avoir donc les statistiques sur chacun des élèves présents dans la circonscription qui est la sienne. Transposer l'éducation en ligne, en quelque sorte, c'est un nouvel apprentissage, pas seulement pour les élèves, mais aussi pour les professeurs. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à faire cette éducation-là? Et comment est-ce que les élèves et les parents d'élèves, comment est-ce qu'ils reçoivent ça? Absolument. La vérité, c'est qu'au départ, ce n'était pas simple dans la mesure où les gens ne sont pas habitués justement à ces nouveaux usages. Donc, nous avons intégré des notions de gestion du changement dans notre stratégie de développement. Et l'une des choses que nous avons fait et qui nous a permis de prendre la main, c'est les alertes SMS. Okay? Donc, même si les parents, les élèves, les enseignants ne sont pas forcément connectés à leur téléphone ou bien connectés en ligne, à Internet, donc, ils reçoivent des alertes SMS pour leur donner des informations pertinentes qui les concernent sur la scolarité. Ce qui fait que même si le parent, à un moment donné, est démissionnaire ou bien le parent a perdu de vue la scolarité de son enfant, chaque fois qu'il reçoit un SMS, il a l'information par rapport à ce que se fait son enfant à l'école. Et naturellement, en tant que parent, il est obligé de s'impliquer à nouveau dans le suivi scolaire de son enfant. C'est la même chose pour les enseignants, la même chose pour le personnel éducatif. Mon rêve pour l'Afrique, c'est que l'Afrique devienne la première source d'innovation mondiale. Que nous ne soyons pas simplement l'endroit où les gens viennent exploiter les ressources humaines parce que c'est ce qui est en train d'arriver, mais que nous soyons l'endroit où les innovations sortent, les productions sortent, où les jeunes, les cerveaux apparaissent, les cerveaux brillent. Et donc, que les gens, en fait, que nous apportions des solutions concrètes aux problèmes du monde. En fait. Monsieur Édouard Claude Oussou, merci beaucoup pour ce temps, cet entretien que nous avez accordé. Et puis, on vous souhaite beaucoup de courage et puis bonne continuation. Merci beaucoup, merci à vous.
Et c'est ainsi que Afrotech se referme pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde. Merci Arzuma Compaoré. Allons maintenant au Nigeria à la rencontre d'Arthur Michael, un jeune vendeur des journaux dans les rues de Lagos. Pendant plus d'une décennie, il a vu ses ventes s'accroître à tel point qu'il devait compter sur ses fournisseurs pour satisfaire la demande grandissante. Mais avec la propagation du nouveau coronavirus au Nigeria et le confinement imposé à la ville de Lagos, les imprimeurs ont dû fermer leurs portes, privant ce petit commerçant des journaux qui lui permettent de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Dili Diko raconte. Avec son kiosque à journaux placé stratégiquement sur la route menant aux aéroports de Lagos, Arthur Michael était sûr de vendre assez de journaux pour nourrir sa famille. Mais avec l'interdiction des vols internationaux et la fermeture des entreprises pour contenir la propagation du nouveau coronavirus, il a vu ses ventes diminuer drastiquement. Michel, les ventes ont complètement diminué. Pata, comme on dit ici. Avant, je vendais une vingtaine de lots de journaux, mais maintenant je n'en reçois qu'une dizaine. Cela est dû à la situation sanitaire. Mes fournisseurs, les sociétés d'impression ont fermé leurs portes. C'est un véritable problème. À Lagos et dans la capitale Abuja, le confinement était initialement prévu pour une durée de 14 jours à partir du 30 mars. Mais la mesure est actuellement prolongée. Pour aider les familles les plus défavorisées, le gouvernement a commencé à faire des transferts d'argent, mais la plupart des petits commerçants et des vendeurs de rue n'ont ni compte bancaire ni la possibilité de recevoir des transferts par téléphone mobile. Michael, qui pour le moment n'a reçu le moindre sou, dit que cette aide semble être un mirage. Vous pouvez voir de vous-même, les gens se forcent à sortir parce que certaines familles n'ont même pas un dérica de gari chez eux, soit 700 grammes de poudre de manioc. Comment voulez-vous qu'avec des enfants à nourrir, ils restent à la maison pendant 14 jours? Ma sœur, comme vous pouvez le constater derrière moi, n'a même plus de boulot et vous voulez que les gens s'enferment chez eux alors qu'ils n'ont rien à la maison? Michael, qui vend des journaux depuis plus de 20 ans, continue de sortir tous les jours avec l'espoir d'en vendre suffisamment. Au Nigeria, seules quelques agences de presse écrites acceptent des retours sur les journaux qui n'ont pas été vendus. Le coût des journaux restés sans acheteur doit être assumé par le vendeur. Ici, les passants s'arrêtent et regardent, mais n'achètent pas. Pas un sou pour se dépatouiller. Vous voyez les gens devant le kiosque. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas acheter de journaux, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas d'argent. Tout le monde fait des calculs pour savoir comment subvenir demain aux besoins de sa famille. Seulement demain. Alors, ne parlons même pas d'une semaine. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, a un nombre grandissant de cas de Covid-19. Un fardeau supplémentaire qui arrive en même temps que la récession causée par la baisse des prix du pétrole, pilier de l'économie nigériane. La presse en parle sans doute. La République centrafricaine n'est pas épargnée par la pandémie actuelle de coronavirus. À ce jour, au moins 12 cas ont été déclarés, ce qui a poussé le gouvernement à instaurer des mesures afin de freiner la propagation du virus. Fermeture des écoles, de l'aéroport de Bangui, des églises, des bars ou encore interdiction des rassemblements de plus de 15 personnes. Voyons cela avec Sandrine Api qui a promené son micro dans les rues de la capitale Bangui. Des fontaines d'eau et du savon installées à chaque entrée des établissements, commerces ou institutions, c'est l'une des mesures appliquées depuis le recensement de 11 cas de personnes atteintes du nouveau coronavirus à Bangui. En plus des mesures préventives, le ministère de la Santé, en collaboration avec de nombreux partenaires, mène une forte campagne de sensibilisation. Mais cette dernière rencontre quelques difficultés face à une population qui voit ses activités diminuer et qui craint le pire. J'ai vu des dégâts qui se passent en Europe, le nombre de morts, tout ça. Okay, premièrement, ça fait peur. Et donc, ce qui est là, on prend les mesures barrières, qu'on essaie de les respecter, se laver les mains. Mais ce qui me fait un peu craindre, c'est par rapport au confinement. Je me demande si le jour où on va dire qu'il y aura confinement ici à Bangui, est-ce qu'on pourra résister. Et ceux qui travaillent, qui sont sur le marché, qui gagnent leur pain du jour au jour, ils auront des difficultés parce qu'il faut une mesure
d'accompagnement au confinement. Mais si le gouvernement ne nous donne pas une mesure d'accompagnement, commençons simplement par nous donner l'électricité et l'eau courante. Si ces deux choses nous manquent, je crois que le confinement va nous tuer plus que le coronavirus. Dans le pays où les infrastructures et équipements en matière de santé sont peu développés, le gouvernement centrafricain a mis en place un comité de crise qui se réunit quotidiennement afin de mettre en place des stratégies adaptées. Les campagnes de sensibilisation s'intensifient chaque semaine et sont axées non seulement sur les mesures préventives, mais aussi sur la lutte contre la désinformation et la stigmatisation. En effet, de nombreuses personnes restent persuadées que le virus est un mal étranger. Dans mon quartier, aujourd'hui, les gens ne prennent pas très au sérieux parce que, de un, ils ont un raisonnement qui dit déjà que cette maladie, c'est la maladie des Blancs, que voilà, ça ne tue pas les Africains. Quand on a ce genre d'échange, moi j'essaie de leur expliquer, et voilà, cette maladie, c'est réel, ça tue. À ce jour, sur 11 cas déclarés depuis le 14 mars 2020, le ministère de la Santé a annoncé 4 cas de patients guéris, 7 autres dans un état stable et aucun décès. Le Covid-19 connaît une ascension lente comparée à ce qui se passe dans les autres pays. Un centre d'appel avec un numéro gratuit a été instauré et les tests de diagnostic en cours auprès des personnes exposées permettront de déterminer l'ampleur réelle. Sandrine Happy pour VOA Afrique. Apprendre par tous les moyens, y compris à travers la télévision, alors que les écoles et les universités sont fermées pour éviter la propagation du Covid-19 au Burkina Faso, la chaîne Burkina Info diffuse quotidiennement des cours donnés par des enseignants du primaire, secondaire, collège et lycée. Voyons cela dans cet élément d'Arzuma Compaoré. Jean-Jacques Zoundi est élève en classe de terminale. Tout comme de nombreux autres élèves et étudiants, il se demande aujourd'hui quel sera l'impact de la pandémie sur son éducation scolaire, puisque son école est fermée jusqu'à nouvel ordre. C'est quand même inquiétant, surtout que le bac, je pense que la date était vers la fin du mois de juin comme ça. Et donc, cela va être forcément modifié puisque, vu qu'on n'a pas eu le cours durant pratiquement un mois, ou peut-être même plus, donc je pense que c'est une situation quand même qui nous inquiète, nous les élèves. Mais depuis peu, la chaîne de télé privée Burkina Info diffuse un nouveau programme appelé Cours d'appui qui permet aux élèves et étudiants de suivre les cours à la télé. Wendlamita Marino Compaoré, professeur de philosophie, participe à l'effort. Ça va permettre aux élèves de reviser aussi les cours, parce que cette période est une période difficile, une période de psychose, qui fait qu'on oublie même les cahiers. Mais si on sait que le lundi, à partir de 23h, on aura le professeur de philosophie, un temps soit peu, on se replonge dans l'univers un peu de la philosophie et on essaie de se familiariser, bien entendu, avec les concepts philosophiques et ça maintient, ça nous permet un temps soit peu d'oublier la psychose de cette maladie-là qui a contraint le monde à se confiner. Sidonie est la mère de Jean-Jacques. Pour elle, les cours d'appui sont essentiels pour le suivi et le maintien du niveau des élèves. Ça permet aux élèves de réviser pour ne pas tout oublier. Parce que je suis enseignante et je sais que si on fait même 2 semaines sans faire cours, si on repart, on ne sait même plus par où commencer. Parce que les gens ont tout oublié. Donc pour les classes d'examen, la 3e et la terminale, je pense que c'est une très bonne initiative que Burkina Info a eue. Personne ne sait à ce jour quand les salles de classe seront à nouveau ouvertes au Burkina Faso. Pour l'instant, les uns et les autres ont les yeux et les oreilles tournés vers le petit écran. Elle va travailler justement à avoir un apport normal. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous. Passez une excellente soirée.